Bonsoir. Alors, est-ce qu'on est bien connecté? Donc là, normalement, le live se lance, le live des 10 000 abonnés. Enfin, du coup, qu'on fait avec les mots de la bouche. Je vais attendre qu'elle se connecte. Ouais, super, c'est en train d'arriver. Bonjour à tous. Trop bien, c'est trop cool que vous soyez là. Hop, du coup, c'est parti pour fêter les 10 000 abonnés. Bonsoir Elise. Salut Charline, salut tout le monde. Bonsoir à tous. Alors, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien. Bonsoir Cynthia. J'ai pas mis mes écouteurs, mais si jamais il y a de l'écho, je les ai. Si jamais il y a besoin. Moi, je t'entends très bien. Alors, comme je t'ai dit, ma connexion, elle est un petit peu limite, aussi bien la 4G que la box. Donc, surtout si on m'entend pas, n'hésitez pas à le dire. Ouais, n'hésitez pas à nous dire. Mais écoute, là, je trouve qu'on t'entend bien et on te voit bien. Du coup, Super. bonsoir à tous. C'est trop bien, vous êtes super nombreux. Bienvenue à tous pour notre live des 10 000 abonnés. Du coup, félicitations, Elise, pour les 10 À 000. toi aussi, du coup. Merci. Et du coup, comment ça va s'organiser? On va avec Elise, d'abord papoter. Ah, super. On nous dit qu'on nous entend super bien. Merci. Impeccable. On va d'abord donc papoter un peu. On va raconter qui nous sommes, pourquoi on est sur Instagram, etc. Euh, et ouais, alors attendez, il faut que je mette le sujet. Il faut que j'épingle le sujet, mais je... Ah, super, merci Estelle. Attendez, je vous note juste, hop, live des 10 000 et je vous l'épingle. En gros, le sujet, c'est de passer un bon moment ensemble, quoi, c'est le but. Exact. C'est un apéro des 10 000 abonnés. Et puis, on va Voilà. parler un petit peu de nos deux professions. Alors, hop, si j'y arrive. Je suis pas sûre de réussir à... Ah ouais, ah mince. Attendez, j'y étais, je suis désolée. On va y arriver. Tadam. Voilà. Normalement, vous allez voir tout le temps le truc. Et du coup, oui, Oh, pardon, ça roule. Du coup, c'est parti. Est-ce que tu veux bien te présenter, Elise? Alors, parfait. Donc, je m'appelle Elise, je suis chirurgien dentiste donc, dans la région normande. Je suis spécialisée en parodontologie. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la parodontologie, c'est toute la science des tissus de soutien de la dent. C'est-à-dire que la dent, elle est entourée d'un ligament, de l'os et de la gencive par-dessus. Et moi, je vais m'occuper principalement de ça, donc que ça soit par des problèmes de déchaussement, des greffes de gencives, au niveau de l'implanto, etc. Trop bien. Voilà. Moi, du coup, je suis sage-femme. Pas de mystère non plus. Moi, j'ai pas spécialement de spécialité en tant que sage-femme. Juste, je travaille en libéral et non pas à l'hôpital. Mais voilà, je suis sage-femme. Je fais plein de choses que font les sages-femmes en règle générale. Et du coup, toi, Elise, pourquoi tu as créé un compte Instagram? Alors déjà parce que j'étais une fan d'Instagram, c'est vrai que j'y passais quand Ouais. même un petit bout de temps. Je suivais beaucoup les kinés, Ouais. notamment Major Mouvement, Monsieur Clavicule. Et pour ceux qui suivent un petit peu, moi j'ai un conjoint kiné, donc ça me permettait de parler avec lui de pas mal de choses. Puis j'aime bien le sport, donc ça me permettait aussi d'en apprendre davantage. Et je trouvais vraiment que c'était hyper intéressant cette vulgarisation médicale, cette éducation aux patients. En fait, d'être dans un autre système où on est beaucoup en train de soigner les gens constamment quand ils ont déjà quelque chose. Et des fois, c'est un petit peu dommage parce que je trouve qu'on devrait remettre la prévention un petit peu au cœur de notre système de santé. Et du coup, ça permettait de donner des clés aux gens pour potentiellement qu'ils ne soient pas malades, qu'ils n'aient pas de soucis. Et nous, ça manque beaucoup aussi dans le domaine de la chirurgie dentaire. Je fais beaucoup d'éducation à l'hygiène orale aux patients. Et en fait, j'ai des patients des fois qui ont 50, 60 ans et qui me disent, enfin, qui souffrent d'un problème de déchaussement et ils me disent, mais ça, on me l'avait jamais dit, on m'a Bah jamais oui. montré comment il fallait me brosser les dents, on m'a jamais expliqué les astuces, etc. Et je me suis dit, mais en fait, il faut absolument parler de ça, c'est hyper important pour la santé publique. Et du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur Instagram je voyais pas de dentiste. Alors, les dentistes sont là quand même sur les réseaux sociaux, mais alors il y a des groupes Facebook de partage en fait d'entraide entre chaque praticien, ou alors quelques groupes Instagram où on va montrer des cas cliniques de restauration esthétique ou ce genre de choses. Mais Plus ça des, manquait de vulgarisation. avec des collègues, mais pas tout public, quoi. Pas forcément des comptes tout Exactement. publics.
Exactement, pas du tout ouvert au grand public. Et puis du coup, bah, ça me trottait dans la tête pendant les vacances de décembre 2019-2020. Et puis je me suis dit, bon, bah vas-y, ouvre un compte. En plus, je donnais des cours, j'avais des cours à préparer pour des étudiants sur ma spécialité. Et je faisais des petits schémas d'ANAT en fait voilà, pour essayer de faire comprendre ma spécialité. Donc, je vulgarisais un petit peu déjà ma spécialité aux omnipraticiens. Et je me suis dit, si je vulgarise encore plus, pourquoi pas les mettre sur Instagram et en faire profiter tout le monde. Et donc, j'ai Oui, parce que ouvert. tu as quand même un sacré talent. Donc, Ouais, ça permet aussi d'allier. Enfin, voilà, j'imagine que du coup, tu aimes bien faire des illustrations, vu que quand même ton compte a démarré là-dessus. Ça te permet du coup d'allier, j'imagine, quelque chose que tu aimes bien faire, peut-être pour juste la détente dessinée, avec ton rôle de dentiste aussi. exactement. En plus, je dessinais plus beaucoup parce que j'avais plus beaucoup de temps. Ouais. Donc, je me suis offert un iPad pour mon Noël. Et puis, bah, je me suis mis à faire des dessins. Et voilà, ils ont fini sur Instagram. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, j'ai monté ce compte, on devait être en janvier 2020, il me semble. Donc là, ça fait à peu près 9 mois. J'ai découvert deux autres collègues qui avaient monté aussi un compte de vulgarisation médicale. Donc, il y a le docteur M, donc Inès et la petite dent. Et puis, bah voilà, et plus ça va, plus je vois des étudiants qui commencent à monter des comptes aussi qui sont très intéressants. Donc, c'est super. Ouais, complètement. Mais je pense que c'est vrai que là, on sent qu'on est vraiment dans une vague. On est de plus en plus de pros de santé sur les réseaux. Je pense que on est toute cette nouvelle génération en fait qui a. Enfin, je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce côté à la fois, c'est divertissant. En fait, on fait ce qu'on aime, mais de manière divertissante, pardon. Et et aussi, oui, cette envie de vraiment informer le patient. Et je pense que c'est ce qui nous anime un peu tous, ce côté, enfin presque, enfin j'ai envie de dire humblement, mais en fait on a envie de, oui, de pas informer juste un par un les patients, mais de se dire bon bah c'est tout, au lieu de se plaindre qu'il n'y ait pas, je sais pas, de spot de prévention à la télé sur effectivement comment se brosser les dents, bah en fait je vais arrêter de me plaindre et je vais le faire. Et je pense Exactement. qu'on est un peu, Exactement, et même nous, on se plaint aussi un petit peu dans le système de sécurité sociale d'assurance maladie, parce que c'est vrai que la prévention, c'est un petit peu le parent pauvre du système de santé, c'est-à-dire que quand on fait ce genre d'apprentissage aux patients, ça va durer 30 minutes, voire plus, où on va lui apprendre à se brosser les dents. Ben, il n'y a pas de prise en charge sécu, donc on fait ça. ah oui, Donc forcément, eh ben, il y a des dentistes qui ont tendance, c'est clair, à passer un petit peu à la trappe ce passage parce que c'est pas valorisé en fait. Et même les patients, quand ils appellent, en général, ils ont tendance à vouloir un rendez-vous pour un détartrage, un contrôle, mais voilà, on passe pas par la case apprentissage et c'est un petit peu. oui, mais en même temps, enfin. Bah, effectivement, aujourd'hui, je pense que tu apprends que la prévention existe quand c'est déjà trop tard presque. Quand on te C'est dit, ça. ah bah, si j'avais su que j'aurais pu éviter ça, mais sinon, enfin, en fait, c'est toujours la même chose. Et je pense que c'est aussi ce qui justifie beaucoup la présence des soignants sur les réseaux sociaux. C'est oui, mais en même temps, enfin, les patients ne le savent pas, mais comment ils auraient pu le savoir? Moi, je me dis toujours ça. Si personne leur dit, effectivement, Bah c'est ouais, pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on ouais, peut pas les blâmer pour ça. Et c'est- puis, d'un autre côté, on est aussi dans une génération de patients où plus ça va, plus quand non, ils mais sont. attends, il y a quelqu'un qui demande si on voit rien par la vidéo. Écoute, Estelle, je vais te montrer. En fait, je suis un peu fatiguée parce que j'ai passé un week-end de folie, d'ailleurs, où j'ai rencontré Estelle. Donc là, je suis toujours avec mon Big Mug, avec ma tisane, dors bien ce soir, Charline. Voilà, c'est la grosse fête en réalité Et moi, en fait, je suis en vacances en famille, donc autant vous dire qu'on a déjà pris l'apéro, qu'on a déjà mangé et qu'ils sont en pyjama. Voilà, mais bon, on a appelé ça apéro pour que vous veniez, mais vous avez le droit de boire ce que vous voulez de l'autre côté. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais bon, vous en faites pas, santé Estelle, il n'y a pas de souci, tu peux sortir ta coupe. Heureuse de vous voir en live, bah nous aussi, merci d'être là. Oh, bah oui, désolé, non, il y a pas Non, de, il il n'y y a a pas pas de de. suite. Ouais, ouais. Mais après, on pense aussi laisser le live en replay, et du coup, bon, hein, on va quand même pas faire la promotion des boissons qu'on ne nomme pas. Bah, en tout cas, ouais,
je serais pas contre. Bah, prenez ce que vous voulez, hein. Il y a pas de souci, santé. Buvez ce que vous voulez. Il est là, ouais, carrément. Bah oui, moi pour la petite histoire, c'est un peu comme toi finalement et un peu aussi le même timing. C'est pour ça qu'avec Elise, on a voulu faire ce live parce que finalement, enfin, je sais plus quand est-ce que j'ai découvert ton compte, mais bon, sûrement dans le confinement. Enfin, je pense que ça a été un peu tout au même moment, mais on a un peu effectivement la même histoire. Moi, mon compte, en fait, j'y pensais depuis un moment. J'avais même créé un compte Instagram, je pense, il y a 1 an et demi, 2 ans. Mais j'avais cette envie déjà de partager, mais je savais pas trop comment faire. Et en fait, j'aimais pas. Enfin, je l'ai fait vraiment en cachette, sans le dire à personne. Et ah, tu comprends rien? On m'entend moins bien ou c'est... Moi, je t'entends hyper bien. Ah, dites-moi si vous m'entendez toujours bien. Bon, j'attends vos feux verts. Et donc oui, j'avais créé un compte il y a 2 ans. Et en fait, j'aimais pas ce que je produisais, donc j'ai tout supprimé. Voilà, ce compte n'a presque pas existé. Et ensuite, j'y pensais vraiment, ça me trottait dans la tête, et je l'ai pas fait tout de suite. Ah super, ok, on m'entend bien, nickel. Je l'ai pas fait tout de suite parce qu'il y a eu plein de changements, notamment j'ai quitté l'hôpital et puis le fait de s'installer en libéral, c'est quand même un taf à temps plein. Et c'est presque le libéral qui m'a donné encore plus envie de partager, alors qu'à l'hôpital, au quotidien, on voit des patients consulter pour des urgences qui n'en sont pas. Et c'est vraiment en fait ce public-là, moi, à la base, que j'ai envie de viser. Là, aujourd'hui, je pense que les personnes qui nous suivent sont des personnes qui sont déjà intéressées par leur santé. Et c'est pour ça aussi parfois que j'aime bien faire des choses un peu ludiques et que j'aime bien aussi tes dessins parce que j'ai envie vraiment que ça touche en fait la personne qui vient juste sur Instagram pour s'amuser et qui d'un coup tombe sur juste une petite image sympa et ça lui accroche l'œil et elle va apprendre un truc et peut-être qu'elle va se dire bah oui effectivement je vais aller chez le dentiste parce que je sais pas j'ai mes gencives qui saignent et je trouve que c'est vraiment le pouvoir d'Instagram de pouvoir rendre ludique la prévention et du coup j'y pensais vraiment fortement depuis l'été 2019 et je me lançais pas voilà on est toujours au lendemain de toute façon et je sais pas, en novembre, je me suis dit, donc 2019, ouvre le compte. Et puis, c'est pas grave si t'as pas d'idée, en fait, un peu comme quand t'as envie d'aller courir et que, et que t'as la flemme, en fait, sans Une grande marathonienne, il paraît. Oui, je suis marathonienne, tout à fait. C'est aussi pour ça que j'ai pas eu le temps de lancer mon compte en 2019, parce que j'avais 2 marathons, donc ça a pris du temps. Et une fois que j'ai terminé justement mon marathon, je me suis dit, bon, bah maintenant, ah super, ça m'a évité pas mal de rendez-vous aux urgences sur compte Charline. Super. Après, si vous avez vraiment un doute, allez consulter, hein, évidemment. Mais effectivement, n'allez pas consulter pour votre bouchon muqueux. Là-dessus, on est d'accord. Et donc ouais, et donc je me suis dit ouvre ton compte. Et en fait, j'ai ouvert mon compte en novembre, mais j'ai commencé à publier aux vacances de Noël. Je m'étais dit en fait limite j'ai fait le plus de j'ai juste ouvert, j'ai juste écrit bonjour. Et voilà, et après, ouais, je me suis mise à poster. Donc, au final, tu vois, Un peu en un peu même en même temps. temps. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que le confinement a été pour beaucoup un accélérateur de compte. Beaucoup, il y avait tout Ouais, le monde qui était très dispo, nous aussi un petit peu plus. ouais, Je sais pas si toi, tu avais continué à travailler quand même, ou vous étiez ouais, mais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup. moins. Ouais, je faisais juste la prépa en visio, mais toutes les consultations gynéco, toutes les rééducations du périnée, ont sauté. Et surtout, il y avait beaucoup de patientes qui ne savaient pas qu'on pouvait faire de la prépa pardon, en vidéo. Et donc, en fait, j'ai pas eu beaucoup de nouvelles sollicitations, contrairement à l'après-confinement. Moi, c'était pareil, c'était un petit peu plus light du coup, parce que c'était que sur du bénévolat en fait, Ouais, de tu faisais des l'action gains. téléphonique, etc. Donc, du coup, j'avais un peu plus de temps pour produire du contenu, parce que c'est vrai que ça nous demande quand même beaucoup de temps, faut le dire, en plus de notre travail. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu un tremplin. Je pense que c'est pour ça qu'on a pris beaucoup d'abonnés assez rapidement. Ouais, alors je vois, et l'ordre a vraiment autorisé cette présence sur les réseaux sociaux cette année aussi. Alors effectivement, ouais, l'ordre des sages-femmes, ça me dit. Enfin moi, j'ai pas trop compris, j'avoue, le truc qui est sorti sur la possibilité de. Dans tous les cas, ça ne change rien au fait qu'on a tous un code de déontologie en tant que professionnel de santé.
on n'est pas censé se faire de la pub. Et d'ailleurs, ni Élise ni moi ne disons notre adresse, notre nom de famille et venez chez nous. Et ça, c'est vraiment hyper important. Il y a une différence entre être sur les réseaux sociaux pour délivrer de l'info et être sur les réseaux sociaux pour se faire de la pub. Et je pense que ça se sent qu'on est vraiment là pour donner des informations. Et donc, et je pense que Élise aussi, tu confirmeras. Mais voilà, moi, enfin, pour le coup, moi, j'ai contacté l'ordre de mon département pour les prévenir parce que je me suis dit au moins ça va pas être mal interprété. Quand on fait les choses clairement, bah on le dit et voilà et on n'a rien à se. Enfin voilà et toi aussi, Élise, juste tu donnes des infos quoi. Donc oui, on a le droit d'être sur les réseaux sociaux, on a le droit de partager de l'information. Moi, c'est pour ça qu'au début, je voulais pas trop m'exposer parce que je savais pas qu'il y a un petit peu un flou juridique là-dessus. On sait pas trop exactement ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Je pense qu'à partir du moment où on suit sa conscience professionnelle, il y a voilà, Ouais. pas, du moment qu'on ne vous montre pas l'endroit où on travaille, ce qu'on fait, c'est-à-dire vous dire voilà, il faut venir consulter à cet endroit-là, c'est pas considéré comme de la publicité, donc Exactement. Et je pense que d'ailleurs nos comptes seraient moins sympas si on les abordait comme ça. Je pense aussi que c'est aussi ludique parce que juste en fait on s'amuse quoi. Moi je vois je vois vraiment Instagram comme un amusement. Oui c'est une prolongation du boulot mais je m'éclate en fait. Vraiment c'est pas. D'ailleurs enfin voilà je sépare vraiment les deux. Moi alors, je sais que j'ai quelques patientes qui me suivent, mais qui étaient déjà mes patientes et qui ont découvert que j'avais Instagram. Mais sinon, j'en parle. Je sais pas si toi t'en parles à tes patients que tu as Instagram. Ils le savent ou pas? moi, je veux pas du tout avoir de relation entre mon travail et Instagram. C'est pour ça que des fois, j'ai pas mal de messages de gens qui me demandent en message privé est-ce que vous pouvez me dire où vous travaillez? J'aimerais bien prendre rendez-vous, etc. C'est un refus catégorique parce que de une, j'ai pas le droit et j'ai pas envie de mélanger les deux. Ça Ouais. n'a rien à voir. Et je suis dispo sur Instagram, donc voilà, c'est déjà ça. Après, je veux pas, non, j'ai pas vraiment envie qu'on m'en parle non plus au travail. Pour le moment, c'est jamais arrivé encore. Ouais, moi pareil, j'aime bien dissocier les deux. Bon, après, j'ai aussi des copines patientes, donc ça c'est différent. Forcément, on va pas. Euh, Trop bien. Alors moi, je me posais une question. Est-ce que il y a des choses qui t'ont surprise d'Instagram quand je sais pas, est-ce que tu avais une idée avant d'y être et maintenant que tu y es, il y a des choses qui t'ont surprise. Je sais pas si c'est clair comme question. Ah oui, complètement. Moi, c'était complètement un monde qui était inconnu. En fait, j'étais de l'autre côté et je me rendais pas compte en fait de ce que ça faisait, de ce que ça impliquait. Ce que j'ai été la plus surprise, c'est de la bienveillance. J'avais un petit peu peur des réseaux sociaux. Si au début, j'ai hésité un petit peu, c'était justement par rapport à cette virulence qu'on peut voir sur les réseaux, notamment on a des réseaux de confrères Facebook et Twitter où clairement c'est un enfer. Les gens sont pas sympas entre eux, ils sont extrêmement durs. C'est censé être du conseil, on est censé parler, faire du partage. Et je trouve que c'est limite malaisant de temps en temps. Donc moi j'aime pas trop ces réseaux sociaux-là. Et sur Instagram, vraiment j'ai trouvé une bienveillance des gens sans nom. J'ai reçu énormément de messages pour me dire que le contenu que j'apportais, ça plaisait à tout le monde et qu'il fallait que je continue, etc. Et c'est hyper sympa. Et aussi, j'ai rencontré des gens comme toi, en fait. Et ça, Ouais. c'est vraiment un gros plus d'Instagram. J'ai rencontré plein de professionnels de santé qui étaient créateurs de contenu et je me suis fait plein de copains et c'est trop top. Mais ouais, mais complètement. En fait, quand je t'ai posé la question, moi, je savais que ma réponse allait être ça. Et en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est un truc de dingue. Moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est la vitesse à laquelle les gens s'impliquent dans ton compte, tu vois. En fait, je pensais que il y avait un nombre d'abonnés à partir duquel les gens t'écrivaient, tu vois, genre 50 000 abonnés, les gens t'envoient des messages. Et en fait, non, juste t'as 100 abonnés et on te parle déjà. Oui.
Mais oui, Et, mais même oui, très peu d'abonnés, il y a déjà des gens qui... exactement. Et c'est ça qui est vraiment dingue avec Instagram, c'est qu'en fait, parfois on regarde le nombre d'abonnés à tel compte vaut autant d'abonnés. Et en fait, vraiment, euh, enfin, forcément, je pense qu'on peut pas se rendre compte qu'on a vraiment 10 000 abonnés. C'est pas palpable. Et c'est surtout que finalement, les gens qui répondent, les interactions, ben, j'ai l'impression de voir toujours les mêmes noms depuis le début. Et c'est ça qui est dingue en fait, c'est que, alors oui, il y a plus de messages, mais franchement, ça reste raisonnable. Et les personnes qui vraiment réagissent souvent sont toujours les mêmes, et ce depuis le début. Donc en fait, c'est incroyable, vraiment. Il fallait pas attendre 50 000 abonnés du Ouais, tout. puis on les voit là qui suivent le live, c'est Oui, à peu près les mêmes personnes, mais oui, c'est trop drôle. Et, et donc ça m'a déjà hyper surprise que bah, très rapidement, en fait, il y ait des échanges. Et en fait, Instagram, effectivement, comme tu dis, c'est vraiment, je trouve, un endroit d'échange. Très facilement, vous laissez des commentaires, des likes, des trucs, des repartages. Et on sent que c'est vraiment l'envie de partager. Et que ce soit nous, et je trouve qu'on retrouve beaucoup chez les soignants qui sont sur Instagram, et que ce soit les personnes qui consomment ce contenu aussi. Après, je trouve enfin, il y a sûrement un biais parce que c'est pas, on n'a pas des sujets buzz, quoi. On parle de santé, donc je pense qu'on a aussi un biais forcément, et puis on s'implique pas personnellement. Donc finalement, les infos qu'on donne sont très factuelles, donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un débat. Donc ça aide peut-être à ce que, mais en tout cas, avec Instagram, j'ai l'impression que si les gens sont pas intéressés par ce que je raconte, ils ont pas forcément besoin de me le dire, juste ils s'abonnent pas. Et donc en fait, les gens qui sont là, ils sont juste trop sympas. Donc c'est trop cool. Ce n'est pas le cas avec Facebook et Twitter où même s'ils ne sont pas intéressés, ils ont envie de le dire. Exactement. Et enfin vraiment, je sais pas. Je vous tiendrai au courant le premier jour où j'aurai un hater, mais j'ai pas encore eu. Enfin ouais, c'est juste incroyable. Et ensuite ouais, comme tu dis, les rencontres en fait, c'est incroyable. Enfin, je sais même plus comment toi et moi d'un coup on s'est mis à parler, puis on a recommenté, puis on a et en fait d'un coup il y a une conversation qui se crée et voilà avec des uns, avec des autres et et là pour avoir rencontré pour la première fois ce week-end des gens d'Instagram en vrai, chose qui était encore jamais arrivée alors que toi ça avait déjà été le cas. Je sais pas si tu as ressenti ce truc-là de en fait on a vraiment l'impression de se connaître parce qu'on échange vraiment. Juste, je ne consomme pas juste leur contenu. On échange vraiment en MP. Et en fait, quand on se voit, c'est juste la suite de la conversation. Et en fait, on se dit au revoir, mais demain, on se suit sur les réseaux et c'est trop drôle, quoi. C'est exactement ça. Moi, j'ai vu Inès du monde du Docteur M, j'ai vu Léa, des conseillers pharma de Léa, j'ai vu Dermat Audrey. Et quand je les ai vus, c'était comme si on se connaissait depuis déjà longtemps, en fait. Oui. C'est assez incroyable. Ouais. Et vraiment, ce côté, tu vois, je me dis, bah, Instagram, c'est quand même un média. Donc, je me disais peut-être que quand je voyais les gens, genre, se voir et passer des trop bons moments, je me disais, il y a peut-être un peu de c'est pour l'image, tu vois. Et en fait, non. En fait, juste comme dans la vraie vie, si t'as pas envie de voir quelqu'un, tu ne le vois pas. Et donc, si tu le vois en vrai, c'est pas pour dire de poster une story, c'est juste parce que c'est cool, en fait. Et il y a de la, enfin, encore une fois, est-ce que c'est un biais d'être dans le monde de la santé et que c'est pas notre boulot, Instagram et voilà, je sais pas, mais en tout Peut-être. cas, Après, la team santé, quand tu regardes, elle n'est pas si grande que ça. elle On aussi. n'est quand même pas beaucoup, enfin ça se compte pas non plus en milliers de personnes et du Ouais, coup donc, on interagit énormément facilement entre nous et ouais, c'est très sympa parce que du coup ça fait un petit noyau et c'est hyper agréable d'avoir les avis de chacun et de pouvoir échanger et de partager sur des sujets qui en plus peuvent paraître complètement différents comme le tien et le mien et qui en fait ont des liens et sur lesquels ouais. il faut parler. Mais carrément, et c'est ça aussi que j'ai découvert en arrivant sur Instagram, parce qu'en fait, je me suis dit, je vais te donner mes infos. Et j'avais pas pensé à toutes les infos que moi j'allais recevoir. Parce que du coup, forcément, tu suis d'autres personnes de la santé. Et du coup, même moi, dans ma pratique, le fait déjà de poster des choses, ça me permet de lire beaucoup et d'être hyper au clair sur les dernières recos, sur même les stats,
voilà, je donne des infos parfois hyper précises que je n'aurais pas donné en fait si vous n'avez pas cherché pour faire un post. Et aussi, comme je suis des comptes, et ben moi ça m'aide dans ma santé, mais aussi j'arrive parfois plus à orienter les patientes en me disant bah tiens, enfin par exemple les kinés ont tellement de cordes à leur arc, ah bah tiens, si j'ai une patiente qui a tel souci avec son enfant, bah effectivement c'est plus un kiné qu'un ostéo, plus et du coup même dans ma relation avec mes collègues kinés au quotidien, j'ai plus de visibilité sur ce qu'elles font finalement grâce au kiné que je suis sur Instagram. Enfin, c'est dingue. Exactement. Moi, je parle avec beaucoup d'orthophonistes aussi. J'ai appris plein de choses parce qu'en fait, c'était des trucs qui ne nous sont pas du tout appris pendant nos Ah études. oui, Et pareil, ça m'oriente maintenant pour ma prise en charge avec les patients. Et c'est pareil, je trouve que je suis plus exigeante avec moi-même sur ce que je vais poster en fait comme contenu. Je fais énormément de recherches, même des choses qu'on m'a appris et que j'ai toujours appris et que je considère comme acquises. Et bien avant de le poster sur Instagram, je vais quand même vérifier. Je vais faire de la littérature, je vais aller voir si ce que je raconte est toujours d'actualité et si je peux le partager aux gens. Et donc, du coup, je pense que même dans mon travail, ça m'a rendu meilleure. mais moi aussi, mais pareil. Enfin, mais vraiment, comme tu dis, ces choses qui me semblaient acquises, je vais quand même vérifier parce qu'en fait, c'est hyper important effectivement d'être toujours critique et du coup, pareil, hein, quand on vous dit des trucs, vous avez le droit de les remettre en question parce que si en santé, tout change hyper vite et il y a ce côté, enfin, moi parfois, j'ai peur avant de poster un post parce que je me dis en fait. Euh, on va prendre pour argent comptant ce que je dis, donc je dois vraiment vérifier. Parfois, je demande à des collègues, je vérifie les dernières recos, et c'est pour ça que ça prend du temps de poster un post. Ça paraît super simple, genre le fond est rose, j'écris deux mots, et en fait, derrière, j'ai lu 5 articles, j'ai vérifié. Enfin ouais, c'est. Mais du coup, c'est hyper enrichissant et c'est tellement plus ludique que quand on devrait réviser en cours, en fait. Ouais, des fois, on a tendance à faire plus d'Instagram qu'autre chose d'ailleurs. C'est pas toujours très bien. Mais non, non, c'est. Et puis, ça nous permet aussi de lutter un petit peu contre les fake informations. Enfin, moi, en dentaire, je vois énormément passer sur les comptes Ah ouais. Instagram. C'est une catastrophe, quoi. Des influenceurs qui parlent de choses, en fait, qui ne connaissent pas du tout et qui disent des absurdités et qui, limite, des fois, sont pas bonnes, en fait, pour la santé en général. Et c'est bien que, du coup, le domaine de la santé reprenne un petit peu le dessus là-dessus parce que Ouais, des fois, et ça complètement. peut être grave. Je regarde ce que vous êtes plusieurs à avoir commenté. Oui, carrément, c'est juste un post à but informatif, c'est clair. Mais tu vois, parfois trouver les nuances. Enfin, comme, enfin, là, je lis un commentaire de Zoémo, pardon. C'est pas un avis médical cible, mais c'est un post à but informatif, c'est clair. Mais je pense que tu ressens ça aussi parfois. On donne de l'info, mais c'est important tu veux rassurer, mais sans minimiser et expliquer, mais sans dramatiser. C'est compliqué. Et ce qui est un peu Donc, dur, quand je vois que ça ne vous prend pas trop de temps la recherche, je veux dire, moi, je le vois comme quand je prépare un post, je me dis, je fais de la recherche, mais c'est valable aussi pour mon travail. C'est-à-dire, ça va ouais, m'apporter quelque chose pour mon travail, donc ça ne me pose pas de problème. Ce que je trouve dur, c'est la vulgarisation. C'est-à-dire prendre des études et les passer en fait avec des termes beaucoup plus simples pour que tout le monde arrive à comprendre. Parce que le problème, c'est ouais, d'arriver à vulgariser sans dire des choses qui sont fausses. Parce que des fois, ouais, moi, j'ai pas de hater, mais des fois, j'ai des dentistes qui viennent me dire oui, mais on pourrait dire aussi que. c'est ça. Alors, oui, c'est Ouais, vrai, mais on le sait que vous savez, mais pour la population en général, pour le grand public, je suis obligée de raccourcir, je suis obligée de faire quelque chose qui soit compréhensible par tout le monde. Et du coup, il faut faire attention non plus de ne pas tomber dans le faux quand on vulgarise comme ça. Et ça, je trouve que c'est le plus dur. ouais, ouais, mais complètement. C'est ça, trouver les nuances, c'est exactement ça. Pas donner trop d'infos pour que ce soit pas illisible, mais en même temps, parfois quand on dit peu, c'est trop peu. Enfin, c'est un vrai exercice en fait, carrément. Euh, je propose qu'on passe au petit quiz, parce que du coup, je sais pas trop combien de temps ça va durer, comme ça on reprendra si jamais c'est super rapide. Donc, en gros, ce qu'on vous propose, c'est un petit moment de jeu avec Élise. On a chacune préparé 10 questions. On a préparé 10, c'est ça? Ouais, 10. Ouais. Et du coup, ce que je propose, c'est qu'on t'en pose une, j'en pose une, et ainsi de suite. Et du coup,
Élise pose une question, la première personne qui répond marque un point. Et ainsi de suite. Et du coup, faut qu'on soit au taquet sur les commentaires. Évidemment, si la réponse n'est pas claire, on explique. Hein. Mais voilà, la première personne qui répond marque un point. La personne qui a le plus de points gagne quelque chose. Alors, qu'est-ce que gagne cette personne? Eh bien, c'est à discuter. Vous aurez notre connaissance et celle de toutes les personnes qui participent au quiz, quoique peut-être que les autres vont vous envier. Mais voilà, on fera un truc sympa. Promis, vous gagnerez pas un truc pourri qu'on vend sur les réseaux sociaux. C'est pas, voilà, ce sera un truc cool. Vous êtes prêts? Mettez des petits cœurs si vous êtes prêts pour le quiz. Et bah, du coup, si tu veux, Elise, tu peux poser ta première question. C'est que des questions qui potentiellement ont déjà été abordées. Donc, c'est vraiment sur l'hygiène orale, parce que c'est les questions qui reviennent le plus par les abonnés. Donc, c'est des choses, j'ai commencé par très, très facile. Donc, d'après les recommandations, combien de fois minimum doit-on se brosser les dents par jour? Alors, trop bien, on attend. Allez-y, trop bien. En fait, je pense qu'entre ce que nous on dit et le moment où on voit les commentaires, il y a un petit décalage. 2 fois. Alors, il y a Ok, Bohème pour qui dit Bohème. Donc, je vais essayer de noter les scores. Hein. Je vous promets rien. Vous pouvez faire des Vas-y, réclamations en message privé si jamais je me plante. c'est clair. Bon, Donc, du effectivement, coup, c'est 2 fois par jour. Donc, ça, c'est les recommandations. Donc, 2 fois, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'un peu plus de 2 fois, c'est mieux. 3 fois, c'est beaucoup mieux. Plus, il faut faire attention de ne pas agresser non plus après la gencive et les dents. 2 fois, c'est déjà très bien. ok, super. Donc, un point pour Bohème. Bravo. Et vous êtes nombreux après avoir dit deux. Certains ont dit trois, mais du coup, vous l'avez entendu, c'est deux. Je vois les réponses avant les questions. Ah oui, bah, on a tous un décalage. Désolée. Je peux quand même participer. Ensuite, à moi, du coup. Alors, c'est réponse par oui ou par non. Comme ça, vous pouvez répondre rapidement. Moi, j'ai posé des questions un peu, on va dire, sur le domaine sage-femme, gynéco-grossesse, mais pas que. Il y a d'autres questions, un peu pour voir s'il y en a qui me suivent depuis longtemps. Pour les nouveaux, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, pour bien favoriser ceux qui sont là avant qu'on dépasse les 10 000 quand même, c'est le jeu. Alors, première question. Est-ce qu'une sage-femme peut faire le suivi gynéco d'une femme qui ne souhaite pas avoir d'enfant? Moi, je sais parce que c'est moi qui ai posé la question une fois. Ouais, c'est bon, c'est à toi maintenant. Mais tu vois, je ne savais pas. C'est quand même... Ben voilà. Alors, eh bien, et Bohème, je pense que tu captes très bien parce que tu es toujours la première à répondre. Tu vas te faire des ennemis. Soit elle est très rapide, soit elle a une très bonne Effectivement. connexion. Désolée pour ceux qui ont une connexion difficile, mais répondez quand même, on adore. Mais Bohème, tu es la plus rapide. Bravo. Effectivement, oui, on peut faire le suivi gynéco des femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. C'est pas du tout un critère. Les sages-femmes peuvent faire le suivi gynéco de toute femme. Tant qu'elle n'a pas de pathologie importante. Donc, par exemple, si je fais de l'hypertension, si je fais du diabète, je peux pas être suivie par une sage-femme. Si par contre, je travaille, pardon. Si par contre, non mais pas du tout, je ne travaille pas. Si je vis, ah bon, promis, je ne fais pas que travailler. Si je vis dans un endroit, genre dans un désert médical où il n'y a pas de gynéco et que du coup, mon médecin généraliste ne fait pas le suivi gynécologique, je peux très bien faire la partie, on va dire, clinique, examen clinique avec une sage-femme et le suivi de ma pathologie avec un généraliste. Et dans ce cas-là, c'est un suivi couplé. Mais sinon, c'est le suivi par un gynécologue ou un médecin généraliste et sinon couplé généraliste sage-femme. Voilà, donc 2 points pour Bohème. À toi, Elise. Troisième question. Deuxième question. Enfin, deuxième pour toi, quoi. Oui, deuxième pour moi. Ouais. Il est recommandé de ne pas se brosser les dents directement après le repas en raison de l'acidité du pH qui est au moment de la bouche. Combien de temps approximativement c'est le mieux pour se brosser les dents après un repas? Ah, moi, je sais. Là, tu l'as abordé dans un post il y a quoi, 2-3 semaines? Ouais, peut-être un peu plus, mais c'est... Un peu plus?
Ouais, bah toujours bohème, 30 minutes exactement. Au minimum 30 minutes, donc 30 à 60 minutes, c'est le mieux. En fait, ça permet que la salive ait le temps de faire remonter l'acidité en fait de la bouche pour que le pH soit plus élevé et que ça soit moins acide. Et ça permet d'éviter de créer des érosions et des abrasions trop importantes quand on se brosse les dents. Donc ça, c'est l'excellence, c'est à peu près 30 à 60 minutes après le repas. Trop bien. En plus, c'est vrai que quand tu te brosses les dents juste après ton petit-déj, Non, il y a un c'est- truc. ouais. Mais Ça, bon, c'est le gros débat, hein, avant, après le petit-déj. ah, ah non, mais tu peux pas le faire avant. Il y a des gens qui se brossent les dents avant. Alors moi, j'ai un peu du mal, mais on en parlait justement avec Inès du Monde du Dr M. Les études ont montré qu'en fait, que ça soit avant ou après, au niveau du petit-déj, il y a peu de différence parce qu'en fait, tu vas éliminer le biofilm bactérien de façon régulière et donc du coup, potentiellement, tu peux te permettre. C'est pas un souci, ça va pas Ok. être plus dérangeant. Et ça va être même mieux, par exemple, pour des personnes qui vont, tu sais, avaler un jus d'orange en vitesse et se brosser les dents derrière, l'acidité étant Ok. importante et risque de créer des érosions. Donc dans ce cas-là, préférez avant. Ok, super intéressant. Et puis l'un dans l'autre, du coup, pour la laine du petit-déj, bah maintenant tu as le masque, donc ok. Du coup, 3 points pour Bohème. Tout le monde vérifiez votre connexion. Parce que Bohème est au taquet. Laisse-leur 2 secondes, franchement. Alors, vous en faites pas, Bohème n'a que 3 points et au total, il reste encore 17 questions à poser, hein. Donc, on avance. Deuxième question pour moi. Alors, à votre avis, selon moi, quelle est la meilleure contraception? Et j'ai fait un post là-dessus. Pas le droit de répondre. Non. Ça vous demande d'écrire plus qu'un mot. Musique d'attente. Alors, je vois pas de réponse. Bravo Mathilde, tout à fait, c'est celle qu'on choisit. C'est hyper important. Non, ce n'est pas le stérilet, ce n'est pas le DU. Tout à fait, bah oui, forcément, quatrième trimestre, sage-femme qui répond, c'est celle qui choisit. Bravo, bravo, bravo. Non, 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 ce n'est pas le DU sans hormones. En fait, vraiment, et ça c'est hyper important à retenir, il n'y a pas une contraception qui est mieux qu'une autre. Vraiment, ouais, effectivement, la nôtre, celle qu'on choisit. C'est vraiment ça. En fait, j'ai vraiment énormément de mal avec les discours oubliez la pilule, c'est mauvais pour votre santé, c'est la vie telle contraception. C'est faux. On est toutes différentes. On peut pas faire une généralité en parlant de contraception. Et en plus, ce qui va vous convenir à 18 ans ne va pas vous convenir à 30 ans. Enfin, la contraception, c'est quelque chose qui évolue au cours de votre vie. Donc, on peut pas avoir une vérité absolue entre eux, à quel point c'est important pour moi d'avoir une contraception efficace ou c'est pas la plus efficace, mais en fait, elle me convient dans mon mode de vie aujourd'hui. Et puis, si j'ai un nouveau bébé, et ben voilà, ça me convient. Donc, on peut pas faire une généralité vraiment. Et en plus, qui plus est, en tant que professionnel de santé, jamais je vous dirai quelle contraception je préfère. Moi, en tant que femme, aujourd'hui, j'ai pour moi, selon ma condition, une préférence, mais on s'en fout en fait en tant que professionnel, je ne vous orienterai jamais vers un moyen de contraception. C'est vraiment une discussion à avoir avec son professionnel. Donc voilà, si vous avez un professionnel qui est catégorique sur un moyen de contraception et que vous n'avez pas trouvé vos réponses, continuez de réfléchir parce qu'on ne peut pas vous imposer une contraception. Voilà. C'est un sujet qui me tient à cœur, je pense que ça s'entend. Euh, Oui, on a bien, on l'a compris. Ces messages, c'est OK. Vas-y, à toi. Alors moi, par contre, en général, je laisse pas trop choisir les gens leur dentifrice. Parce qu'il y en a des... Voilà. Alors là, justement, la troisième question. Quel est le risque d'utiliser un dentifrice blanchissant tous les jours? Il peut y avoir un décalage quand même, hein, parce qu'on les voit. Le dispositif intra-utérin, non, du coup, c'était la question d'avant. Érosion dentaire, de Ouais. Bohème. Abîmer Ouais. les mains. C'est pas exactement l'érosion, mais on va dire que c'est la bonne réponse. Effectivement, le risque en fait d'utiliser
un dentifrice qui est blanchissant, c'est qu'à l'intérieur, il y a des petites granules, des petites particules abrasives qui vont du coup créer une abrasion, qui vont abîmer à long terme l'émail des dents et même la gencive. En gros, utiliser un dentifrice blanchissant tous les jours, c'est comme faire un gommage de votre peau 3 fois par jour, quoi. Au bout d'un moment, elle est abîmée. Et donc, c'est pour ça que c'est à utiliser vraiment avec parcimonie. Trop bien. Et bien, du coup, ça fait 4 points pour Bohème, 1 point pour Mathilde du compte Physiomat. Bravo à tous de répondre. Vous en faites pas, c'est pas grave pour le décalage. C'est cool que vous répondiez quand même parce que comme ça permet nous, ça nous permet de voir aussi l'idée que vous aviez et du coup, ça nous permet de dire non, bah, faut encore qu'on insiste là-dessus. Il y a Dr Chou qui valide ta musique d'attente, d'ailleurs. Ah, bah, je te remercie. Vous pouvez chanter avec moi. Je ne vous entends pas, mais je vais chanter moi ça. Troisième question pour moi. Simple. Alors, je veux 2 mots. Le nom d'un animal et le prénom de mon acolyte sur certaines vidéos. J'espère que c'est clair. C'était clair comme question? En gros, parfois, je fais des vidéos avec Ouais, mon acolyte. Quel est son nom et de quel animal s'agit-il? Je me dis que ça va être un replay que je suis en train de fredonner. On va passer en silence. Ok, il manque un mot. Non, c'est pas du tout pingouin, hein, pas du tout. Alors oui, il y a. Ok, réponse complète pour 4e trimestre. C'est Coin et le canard. Alors non, mais c'est très drôle. Mais non, c'est pas un pingouin, hein, Mathilde. Coin le pingouin. C'est un canard. Ça se voit pas que c'est un canard? Et qu'est-ce que j'allais dire? Alors, il y a quelqu'un, là, qui m'a fait mourir de rire. Océane Roy. Canard spéculum. Il est vrai que ces dernières vidéos, j'ai fait pas mal de vidéos avec le spéculum. Il est vrai, ça faisait partie des noms de comptes que j'hésitais à avoir, de mettre spéculum dedans, et je me suis dit que ça allait pas lui avoir envie de s'abonner à moi. Donc, j'ai pas mis spéculum. Mais non, le spéculum n'est pas mon acolyte. Vous verrez plus souvent Coin que le spectacle. Vas-y, à toi, Elise. Ok, je crois que je suis à la 4e, ça doit être... Non, Ouais, c'est ça. Regarde, on est bon. Il nous reste une vingtaine de minutes. C'est cool. Quelle dureté de brosse à dents faut-il utiliser en règle générale? Pendant que vous répondez, je me lève 2 secondes, je vais ouvrir ma fenêtre, j'ai trop chaud. C'est trop bien le quiz. Alors, ici, Alors, je valide la souple. Pourquoi? En général, on préconise plutôt du souple, mais en fait, il faut vraiment demander à votre dentiste. C'est-à-dire que si vous avez ce qu'on appelle un parodonte, donc la gencive qui est assez fine, comme en général la particularité des gens et surtout les femmes, il vaut mieux utiliser une brosse à dents souple. Ça brosse aussi bien qu'une brosse à dents médium. Alors la dure, on l'oublie, hein, ça ne devrait pas exister, du moins pas pour les dents. Si vous avez une gencive qui est très pour les joints de douche, c'est OK? Ça dit quoi? Pour la douche, pour nettoyer la douche, c'est fait Ouais, pour ça, pour en les fait. joints de douche, voilà, exactement. Si vous avez vraiment une gencive très épaisse, vous pouvez éventuellement passer sur du médium, mais ça, il n'y a que votre dentiste qui potentiellement pourra vous le dire. Donc, de prime abord, on va dire sur du souple. Et donc, ça doit être Bohème, il me semble. Non? Qui a répondu? Non, c'est Rihanna 915. C'est qui? Rihanna 915, je pense, non? Attends, tu l'avais... Ouais, c'est ça. Rihanna est parmi nous. C'est marrant, Ouais. je l'ai pas. Mais bon, si tu me Ah ouais? le dis. Ouais. Moi, j'ai pas vu Bohème répondre cette fois-ci. Ouais. Bon. Du coup, on a 4 points pour Bohème, 1 point pour Physiomat, Rihanna et 4e trimestre, 1 point chacune. 4e question pour moi. Quel est le taux de couple qui vit, c'est moins gay, je suis désolée, mais je trouve que c'est toujours un sujet intéressant à aborder. Quel est le taux de couple qui, c'est pas un pourcentage, hein, c'est plus une fraction que je cherche, qui vit un jour dans sa vie une fausse couche? Enfin, vous pouvez me donner un pourcentage aussi, quoi.
Tu l'as posté il n'y a pas longtemps, non? Quoi? Tu l'as posté il n'y a pas longtemps? Je l'ai posté il y a un moment, mais je l'avais remis en quiz il y a pas longtemps. Parce que je trouve que c'est important de... Il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils sont seuls à vivre ça. Et en fait, quand on connaît le taux, on voit que Rihanna qui dit 25%, tout à fait, c'est ça. Un quart des couples. Ouais, et tout le reste dit un quart. C'est exactement ça. Un quart des couples, sachant que ça, en fait, en réalité, c'est difficile, pardon, de déterminer un vrai taux. C'est presque un taux à la baisse. C'est parce qu'il y a sûrement plein de fausses couches qui passent à la trappe. En gros, juste la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, et j'ai quand même mes règles parce qu'en fait, juste ils se sont rencontrés, mais ils ont rien voulu faire de plus, en gros. Donc ça, c'est des choses qui passent inaperçues, mais en tout cas, des couples qui vraiment voient qu'il y a une grossesse et qui malheureusement la grossesse se termine, il y a un couple sur quatre. Donc c'est quand même beaucoup. Tout ça pour dire qu'en fait, si vous vivez ça et que vous avez l'impression d'être seul à vivre, c'est sûrement juste que vos amis n'en ont pas parlé. Mais vous n'êtes clairement pas les seuls. Voilà. Et pour rappel, alors qu'il y a 25% des couples qui vivent une fausse couche, il n'y a que 2 à 3% des couples qui vivent 3 fausses couches d'affilée. Et donc, c'est pas parce que vous en vivez une que la grossesse d'après n'ira pas. Voilà, ça c'est vraiment important à dire. Voilà, désolée, c'était un peu moins léger, mais voilà. Ok, moi je vais faire dans le plus léger. Euh, Quand faut-il changer sa brosse à dents approximativement en termes de mois? T'as la chance d'avoir un petit thé, toi. J'aurais dû faire ça. Et oui. Non, il est pas petit, hein, il fait la taille de ma tête. Tous les 3 mois, exactement. Je vais répondre de Marianne MKP. Et Et c'est quoi? effectivement, Je crois qu'on n'a même pas les messages en même temps. ah ouais. C'est fou. Écoute, je crois qu'il y a un décalage dans tous les sens. Bah, c'est tout. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que la première de nous deux qui voit un nom le dit et on considère que c'est bon. Parce que D'accord, moi, ça j'avais marche. pas le nom. Mais je ne le dirai pas pour pas créer de frustration. Du coup, t'avais quoi comme nom? Du coup, j'ai Marianne MKP. Donc effectivement, c'est bien tous les 3 mois. Voilà, il faut. Si elle est usée avant, c'est que sûrement vous appuyez un petit peu trop fort et faut pas dépasser normalement 3 mois. Même si en règle générale, c'est pas ce que font les Français. J'ai lu un petit article aujourd'hui qui disait qu'un Français changeait à peu près 1,5 fois par an sa brosse à dents. Donc c'est pas assez. Hum, Très bien. Cinquième question pour moi. Quelles sont les deux professions qui peuvent proposer de la rééducation du périnée? Moi, je sais. Bah oui. C'était pour faire un petit clin d'œil parce que hier, c'est leur journée. Donc, C'est petit clin vrai. d'œil à mes collègues. Donc voilà, c'était mon petit clin d'œil du soir. Ils sont quand même très nombreux sur Instagram. Oui, On est un peu envahis même, hein, non. tout à fait. Sage-femme et kiné. Moi, en premier, j'ai... alors, attends, comment est passé vite? Amy CND. Moi aussi, Bravo. c'est celui-là en premier. Eh ben super. Tout à fait. Kiné et sage-femme. Non, c'est pas kiné et ostéo. Kiné sage-femme, trop bien. Vous le savez tous. J'ai dit la C'est top. Bible et les autos, vous n'avez pas été assez vite. Donc ouais, tout à fait, kiné et sage-femme, on est capable de faire de la rééducation du périnée. Ce qu'on a en commun, c'est les femmes qui ont déjà eu des enfants, pour faire simple. En plus de ça, les kinés peuvent faire les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants et les hommes et les enfants. Nous, les sages-femmes, on peut faire les femmes qui ont déjà eu des enfants, peu importe leur âge. Pour rappel, il n'y a pas d'âge limite pour faire de la rééducation du périnée. Que vous ayez accouché il y a 2 mois ou il y a 50 ans, si vous êtes embêté, que ce soit par des fuites, par des problèmes pour se retenir d'aller faire pipi, par une pesanteur tout le temps ou par le j'arrête de faire du sport parce que je me sens pas bien, vous allez consulter. Les fuites urinaires ne sont pas une fatalité. Bravo, bravo. Du coup, on a 2 points pour Rihanna, 1 point pour Physiomat, quatrième trimestre, Myriam MKP, Amy CND et toujours 4 points pour Bohème. Alors, vous êtes plusieurs à répondre, mais il y a toujours Bohème qui est en tête. Oh, Médecine Studigram, elle est trop gentille, elle est trop mignonne. C'est gentil, merci.
Autre question. Quel dosage de fluor est recommandé dans le dentifrice chez l'adulte? Chez un adulte sain qui n'a pas de souci particulier. Je sais pas. Ah, dur, hein. Celle-là, elle est... Pourtant, franchement, j'ai vérifié dans mon dentifrice. Est-ce que il y a... Alors moi, j'ai une question à te poser, je profite pendant que tout le monde répond. Est-ce qu'il existe des dentifrices bio qui ont du fluor? Mm-mm. Et si... Ok, d'accord. Alors, j'ai D'accord. 1450 ppm, réponse de Marianne MKP. Exactement, ça c'est Bravo. le dosage recommandé pour un adulte. Alors pour répondre à ta question, effectivement, maintenant, c'est de mieux en mieux. Les marques commencent à faire un petit peu d'efforts parce que c'est vrai que pendant un moment, on avait des compositions dans les dentifrices qui étaient pas top, clairement. Et que du coup, les gens ont commencé à s'orienter vers des dentifrices avec des compositions plus bio. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de fluor à l'intérieur et que ça pose problème pour le risque carieux. Là, en ce moment, on se rend compte que de plus en plus de personnes utilisent des dentifrices sans fluor et c'est clairement une perte de chance parce qu'il faut savoir que le fluor va permettre la reminéralisation quand même de l'émail et va aider à la protection contre les caries des attaques acides. Donc. Et il y a des dosages à respecter et maintenant, il y a du bio avec du 1450 ppm de fluor. Ok, trop bien. Trop bien. Super. Euh, à mon tour, combien de temps peut-on laisser? Alors là, je vous parle de manière courante, hein, pas dans le cas d'une femme qui va être ménopausée, etc. En général, combien de temps on peut laisser un DIU, donc un stérilet au cuivre, en années? Combien d'années on peut le laisser? Je sais pas non plus. Ça. Je pense que ça prend plein de choses sur Instagram. C'est trop bien. Non, ce n'est pas 3 ans. Tout à fait. Amy, CND, 5 ans. Première à répondre. Et là, ça commence à devenir plus serré, hein. Vous êtes 3 à avoir 2 points. Rihanna, Myriam et Amy. On sent que Myriam, elle doit être dentiste et Amy, elle doit être sage-femme dans ces eaux-là, non? J'ai l'impression que on a une réponse ou pas. Hein. Vous avez le droit de juste savoir plein de choses. Peut-être qu'elle vit super bien au poste et Bah, exactement, merci de nous suivre de manière assidue. Ouais, tout à fait. Un DU au cuivre, c'est 5 ans. Évidemment, si vous voulez l'enlever plus tôt, pour X raisons, vous l'enlevez quand vous voulez, hein, et vous pouvez le garder 5 ans. Et après, on le renouvelle. Mais effectivement, 10 ans max pour certains, effectivement, mais c'est pour ça que je disais vraiment, en général, on les change tous les 5 ans, on est sûr comme ça de l'efficacité, voilà. Mais ouais, je me vois à chaque fois en premier. Bah, moi, je te vois souvent en deuxième Instanella. Je suis désolée. C'est très rapide, mais je te vois pas. Je suis désolée. elle est boycottée. Mais non, elle est pas boycottée. Promis, on voit ce que tu notes. Ok, bon, alors là, cette question-là, je réponds au taquet. Alors, d'après les recommandations, combien de fois par jour doit-on utiliser un brossage interdentaire? Donc, par brossage interdentaire, j'entends brossette interdentaire et ou fil dentaire. C'est pas simple. Alors, combien de fois? Je vois une fois, non, pas une fois. Tous les jours, ça veut dire une fois par jour, donc non. Oui, exactement 2 fois par jour. Donc c'est une réponse de Po2211. Le brossage interdentaire, en fait, ça fait partie du brossage dentaire, c'est-à-dire que théoriquement, il faudrait passer un système interdentaire, donc soit des brossettes, soit du fil dentaire, après chaque brossage à la brosse à dents. Pourquoi? Parce que si vous brossez les dents que avec votre brosse à dents, on estime que vous avez brossé que 60% de vos dents. Les 40 autres pourcents restants, c'est tout ce qui est entre les dents. Et donc pour ça, il faut utiliser ce genre de système. 60%? Mm, mm. Je Et donc je ferai savais des pas. posts là-dessus parce que j'ai beaucoup de messages en Ouais. privé pour justement l'utilisation des brossettes et du fil dentaire. Le problème, c'est que ça me demande du temps parce qu'il va falloir que je fasse des vidéos et qu'elles sont pas encore prêtes, mais c'est prévu. Ok. Pourquoi après le brossage et pas avant? Ah, alors, je rectifie avant ou après le brossage, c'est comme on veut. Il n'y a pas Ok. d'études qui montrent que c'est plus efficace avant ou après, c'est une question de choix. Donc, comme vous voulez, du moment que c'est fait. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Donc, ça va aller très, très vite. Je ne sais pas si j'aurai le temps de poser mes 4 questions. Ça coupe après un J'ai peu. pas envie.
Bah, en fait, normalement, j'avais entendu que non, mais la dernière fois que j'ai fait un live, ça a coupé. Et c'est genre, au bout des 30 dernières secondes, t'as un compte à rebours. Genre, bon, bah, merci d'être venu. Et comme j'ai pas envie qu'on coupe d'un coup, je me dis que je vais peut-être plus poser que deux questions. Peut-être, j'hésite entre une seule ou deux, en fait, même. Attendez, j'hésite. Ouais, deux questions, mais du coup, je vais pas commenter trop. Donc là, une question. Attendez. Déjà, laquelle j'ai envie de vous poser. C'est la dernière du coup, Pour- C'est la dernière ou l'avant-dernière? comme tu veux. Non, là, c'est mon avant-dernière. Allez, mon avant-dernière. Pourquoi. Oh, je sais pas si. Bon, il va falloir écrire plusieurs mots, hein. Pourquoi, lorsqu'on examine le col pendant la grossesse, on, on dit que votre col, il est à un doigt, il est à deux doigts, mais pourquoi on ne dit pas qu'il est à trois doigts? Pourquoi après on parle 3 centimètres, 4 centimètres, 5 centimètres, 6 centimètres, 7 centimètres, jusqu'à 10 centimètres? Voilà. Pourquoi on dit un doigt, deux doigts, et qu'après on parle plus en doigts? Pourquoi on parle en centimètres? J'en ai aucune idée. C'est vrai? Et je J'ai sais que fait t'as fait un une, post et que j'ai pas écouté, voilà. Voilà. j'ai fait une rubrique pourquoi. Mais j'avoue, parfois les vidéos, quand on a la flemme, on ne les regarde pas. Alors, pourquoi? Pourquoi on parle en doigts parfois et en centimètres après? Comme quoi, oui, je croyais que c'était simple. Alors, est-ce que c'est juste le décalage? On écarte les doigts au-delà de deux. Ouais, c'est pas. Ouais, non, mais je pense que l'idée est ça, mais ouais, c'est ça, effectivement, Bohème. C'est ça, désolé. Cette année-là, promis, je te boycotte pas, mais c'est ça. On ne met que deux doigts lors du toucher vaginal. C'est exactement ça. En fait, pourquoi on parle pas de trois doigts? Parce qu'on n'examine qu'avec deux doigts, tout simplement. Donc, un doigt, c'est parce qu'on est capable de glisser un doigt dans le col, deux doigts parce qu'on est capable d'en glisser deux, et après, on écarte les doigts, et du coup, on parle en centimètres, comme si on avait une règle au bout des doigts. Voilà pourquoi. Trop fort, c'est Jacham. Vas-y, à toi. Alors, c'est la dernière du coup. Ben, ouais, je pense comme ça qu'on a le temps de te dire au revoir. Deux, trois questions. Euh, à quelle fréquence faut-il aller chez le dentiste? Toujours d'après les recommandations. Oui, on sait que tu rigolais à cette année-là. On sait que, enfin, on espère. Parce que nous, on l'a pris comme tel que tu rigolais en disant que tu étais boycotté. Alors, combien de fois par an il faut aller chez le dentiste? D'après les recommandations. Alors, je prends la réponse de Léa Auto sur les un an. Effectivement, c'est recommandé au minimum un an d'y aller tous les ans. Maintenant, en fonction de votre risque carieux ou du brossage et de la fréquence de retour de tartre, c'est le dentiste qui va vous dire si c'est nécessaire de venir plus souvent. S'il y a beaucoup de tartre, en général, vous pouvez devoir y aller tous les 6 mois, voire il y a des patients qui y vont tous les 3-4 mois pour des contrôles. Voilà, donc Très je prends bien. la réponse de Léa sur au minimum, Super. on va dire tous les ans. Alors, bon, je vais poser ma question, même si je pense qu'il n'y a plus beaucoup de suspense sur qui gagnera ce quiz. Euh, Dernière question, mais juste parce que je suis trop contente. Pas du tout sur l'univers des sages-femmes, là je vais juste parler de moi, hein. Quel est le nom de l'émission de prévention santé que je rejoins? Franchement, si vous n'êtes pas capable de répondre à ça, c'est que vraiment vous ne me suivez pas. Ils ont pas regardé Instagram parce que tout le monde en a parlé quand même. Ok. C'est sûr, parce que si je n'en parle pas depuis 3 semaines, non, pas trois, pas trois. Alors, quel est le nom de l'émission Prévention Santé? Tout à fait, Amy, c'est Dr Good. Trop bien. Est-ce que vous connaissiez Dr Good? Est-ce que vous savez ce que c'est le but? Parce que quand j'ai annoncé que je rejoignais Dr Good, certains m'ont dit, mais en fait, je comprends pas ce que c'est. Donc, je vais vous dire ce que c'est. Euh, Dr Good, oui, Marie, c'est ma copine Marie. Dr Good, en fait, le but, c'est de vraiment parler de prévention santé, un peu, bah, en fait, ce qu'on fait tous sur les réseaux sociaux, mais par un autre biais. Et Dr Good, c'est Instagram, mais pas que. C'est également YouTube et Facebook. Et c'est aussi parfois connu en presse papier, vous savez. Et ils ont également une newsletter. Et du coup, ça permet de donner de l'information par différents canaux, toujours dans le but de faire de la prévention. Donc voilà, donc, ça me va bien. Donc, voilà, donc vous pourrez suivre mes aventures. Enfin, ouais.
À partir du 17 septembre sur la relation. Voilà, ça c'était mon petit Et kiff. ils ont fait un très bon casting. Et moi, je suis trop contente parce que j'ai mes deux copines qui sont là-bas. Et j'ai passé mon temps à demander comment ça s'était passé. Genre, une semaine avant, une semaine après. Tu vas avoir encore des questions, je pense. Alors là, on a différentes questions. Donc là, on va répondre aux questions. Il est possible qu'à un moment donné, on coupe très rapidement parce que j'ai pas lancé tout à fait mon chrono au début du live, donc c'est que j'ai un petit décalage. Donc là, on répond à vos questions et c'est à un moment donné, ben, on vous dira au revoir. Donc là, on a une question de Ingrid qui dit peut-on aller chez le dentiste en début de grossesse? Attends, je vois pas la fin de la question. Premier mois pour un plombage. Alors, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de contre-indication d'aller chez le dentiste, que ce soit en termes d'anesthésie ou de soins, quand on est enceinte, sans problème. Donc, tous les soins sont possibles. Maintenant, si c'est des soins qui ne sont pas urgents, on va préférer quand même, pour le confort aussi de la maman, faire ces soins au cours du deuxième trimestre. Mais si c'est des soins urgents, ils peuvent être faits même au premier ou au dernier trimestre sans souci. Et c'est important de rappeler aussi que quand vous êtes enceinte, vous avez à partir de 24 semaines la possibilité d'aller faire un examen dentaire pris en charge à 100%, donc sans avancer les frais, pour faire un check-up pendant votre grossesse. Exact, et c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes du coup qui développent des symptômes de maladie parodontale avec des gencives qui saignent. Faut pas prendre ça à la légère. J'ai fait un post là-dessus avec Juju la Gigi, c'est hyper intéressant. Je vous invite Mm. vraiment à aller le lire. Et puis on vous parle aussi de plein de choses justement de ces risques avec la grossesse et les maladies parodontales. On vous parle d'alimentation, on vous parle parce que souvent les femmes enceintes aussi ont beaucoup de nausées, etc. Ça peut abîmer les dents, on vous donne des petits conseils, donc il faut vraiment y aller. Ouais, complètement. Et une autre question. Alors, juste, je réponds rapidement à Stanella qui demande si je fais aussi des articles sur format papier. À ce jour, c'est pas prévu. C'est plus pour Internet. C'est déjà pas mal, parce qu'il y a pas mal de projets. Ensuite, il y a Po2211 qui demande que penses-tu des dentifrices solides, du charbon, tout ça pour les dents blanches? Alors, dentifrice solide, moi, peu importe le format, l'important c'est qu'il y ait du fluor en fait. Le seul agent actif intéressant dans le dentifrice, potentiellement, c'est vraiment celui-là. Sinon, ça reste un cosmétique. Vous brosseriez les dents avec de l'eau, ça serait également efficace. Le fluor rajoute en fait un effet protecteur supplémentaire. C'est le seul intérêt du dentifrice. Pour ce qui est du charbon, par contre, ça va être comme les dentifrices qui sont blanchissants, ça va être des dentifrices qui ont des particules abrasives qui sont importantes. Et donc, à l'utilisation quotidienne, ça abîme l'émail et ça abîme les gencives. Très bien. Alors là, moi, je vois une question de... attends, je vois pas ton nom. Bah pareil, peau, super. Quels sont les signes de fausse couche? Eh bien, en fait, il n'y en a pas vraiment. En fait, les signes de fausse couche ne sont pas des signes à 100% qu'il y a une fausse couche. C'est-à-dire que quand on a une grossesse qui s'arrête, déjà, premièrement, parfois, on ne le prend pas tout de suite et on le découvre à une échographie de contrôle, par exemple, celle aux alentours de 8 semaines. Ça, c'est des choses qui arrivent alors qu'il n'y avait pas de signe du tout. Et à l'inverse, il y a certaines femmes qui ont des saignements en début de grossesse ou des petites douleurs au niveau de l'utérus comme des contractions de règles et qui ont une grossesse qui se poursuit sans problème. Donc en fait, souvent on pense fausse couche le fait d'avoir des saignements abondants, mais en fait avoir des saignements, ça ne veut pas forcément dire faire une fausse couche. Dans tous les cas, il faut aller consulter, sinon on ne peut pas savoir. Mais dans 50% des cas, les saignements du premier trimestre arrivent dans une grossesse qui se poursuit. Donc si vous avez des saignements, évidemment, allez consulter, mais ne vous dites pas tout de suite que c'est la fin de tout. C'est hyper fréquent, ça arrive dans 50% des grossesses, ces saignements au premier trimestre. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de signes précurseurs. De même, il n'y a pas de... En fait, comme c'est vraiment faute à pas de chance, c'est vraiment pas de votre faute. C'est souvent des anomalies qui fait que de toute façon, ça ne se serait pas développé. En fait, comme c'est pas de votre faute et que c'est vraiment faute à pas de chance, bah en fait, on peut pas l'éviter et on peut pas le prédire non plus. Donc,
Alors, du coup, il y a Médecine Filigrane qui rajoute, oui, effectivement, en général, les dentifrices solides, c'est des dentifrices qui ont des compositions qui sont agressives, comme le charbon. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien regarder quel est l'agent abrasif qui sont à l'intérieur. J'en avais parlé. On peut voir sur certains dentifrices ce qu'on appelle le RDA, c'est l'indice d'abrasion de la dentine, mais il n'est pas obligatoire sur le packaging. Donc, voilà, on peut, sur certains dentifrices, c'est noté, mais pas tous, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup se méfier. J'ai une question pour toi. Est-ce que les patchs contraceptifs sont efficaces? Les patchs contraceptifs, bien utiles. Alors, il y a toujours l'efficacité théorique et l'efficacité en pratique d'un contraceptif. En théorie, c'est très efficace, comme la pilule. En plus, l'avantage, c'est que généralement, on l'oublie pas, il est posé, etc. Le côté où parfois c'est moins efficace, c'est si on fait pas gaffe qu'il est en train de se décoller ou si on oublie de le changer. Et en fait, la contraception, alors attendez, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je pense que le patch, on est quand même à plus de 98%, mais j'ai un petit doute, je vous redirai en story si c'est pas ça. Donc c'est plutôt très efficace le patch. Encore faut-il bien l'utiliser. En fait, souvent les contraceptifs, donc osteoprogestatifs tels que la pilule, sont en théorie plus efficaces, par exemple, que le DIU au cuivre, mais en pratique le sont moins parce qu'il y a des risques d'oubli, de décollement, et que en fait la contraception soit moins bien utilisée. En fait, on est humain. Je pense que j'ai cru voir une question pour toi. Écoute, là, on est en train de dépasser l'heure, ça tourne encore. Donc, bah, écoute, tant qu'il y a des questions, je propose qu'on réponde. Si jamais c'est trop long pour garder le replay, bah, tant pis. Et en fait, je t'avoue que j'ai oublié de mettre en route l'enregistrement. Mais c'est pas grave, on en refera un et puis c'est tout. De toute façon, c'est le but d'un live, hein. Ah oui, et en fait, j'arrivais pas à retourner sur mon téléphone pendant le live. Et en fait, j'y arrive, donc j'aurais pu le faire quand je m'en suis rendu compte. Je suis désolée. Mais moi, je Bah, l'ai pas ok, fait. voilà. Donc, Vous aurez été privilégiés. On verra. alors, Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonsoir, est-ce que les aftes sont obligatoirement blancs? Est-ce que ça peut prendre l'apparence de boutons rouges sur le palais? Alors, un aft, ça, c'est souvent, enfin, c'est la description, c'est plutôt ce qu'on appelle le jaune beurre frais. Ça fait effectivement une petite boursouflure, pour dire ça avec des termes un petit peu vulgarisés, blanc. Si ça, il y a des boutons rouges sur le palais et que c'est douloureux, je pense qu'il faut quand même aller consulter. Ça peut être plein d'autres choses. ok. Je pense qu'il y avait une autre question. Comment soulager les poussées dentaires chez l'adulte dans de sagesse? Que c'est comme les enfants, on fait ce qu'on peut. Du paracétamol déjà pour la douleur. Si le froid, ça calme, mais c'est compliqué. Alors, surtout, il faut, si les dents, voilà, si c'est une poussée dentaire qui dure quelques jours et qu'après ça se calme, c'est pas du tout un problème, hein. C'est les dents qui poussent, effectivement, ça fait un peu mal. Si c'est à répétition, si ça gonfle, si c'est pas la première fois que ça arrive, que la dent de sagesse n'a pas évolué, etc. Dans ce cas-là, il faut consulter parce qu'il est probable que s'il y a plusieurs accidents d'évolution de dents de sagesse, on ait besoin de les enlever. Très bien, merci. Ensuite, une question pour moi. Attends, hop, ça redescend, faut que je remette mon doigt, pardon. De Iris, peut-on conseiller à une jeune femme qui n'a jamais fait d'examen gynécologique d'effectuer son premier examen avec une sage-femme si elle ne trouve pas de gynécologue qui prend de nouveaux patients? Tout à fait, c'est complètement possible. Vraiment, on le répétera jamais assez. Tant que c'est une femme, et peu importe son âge, qui n'a pas de problème de santé particulier, elle peut tout à fait aller voir une sage-femme dans un premier temps. Il n'y a aucun problème. Effectivement, l'autorisation qui a été donnée aux sages-femmes de faire le suivi gynécologique, donc c'est quand même assez récent, hein, ça fait à peine 10-11 ans qu'on a le droit de faire le suivi gynéco de toute la vie des femmes. Donc c'est assez récent. Ça a été aussi fait de sorte à compenser les départs en retraite des gynécos. Clairement, il y a beaucoup, enfin, je pense on a des départs en retraite, je sais plus, je me demande si j'avais pas lu genre 70% en 10 ans, c'est énorme. Et en plus, les nouveaux gynécos formés, il y a tellement de branches en plus dans la gynéco, l'infertilité, ça se développe énormément. Donc, il y a plus de gynécos qui bossent dans la fertilité que c'était le cas il y a 20 ans forcément. Donc,
Donc finalement, la gynéco simple de Madame Tout le Monde, de plus en plus, elle va être orientée vers les sages-femmes, un peu comme quand vous avez juste un rhume, vous allez voir votre médecin généraliste, et s'il trouve que quand même c'est pas parfait ce que vous avez, il va vous orienter vers un spécialiste. Un peu dans cette optique-là, vous n'allez pas directement aller voir le spécialiste des pathologies qui va être le gynéco. Je pense que de plus en plus, au fur et à mesure des années, ça va évoluer dans ce sens-là. Voilà. Attends, est-ce qu'il y a une question entre deux? Euh, Quand faut-il faire son premier contrôle gynéco? Au plus tard, si on a une vie sexuelle, au plus tard à 25 ans, afin de faire le frottis. Et sinon, quand vous le sentez, vraiment, si vous n'avez jamais eu de rapport et que vous plaignez de rien, n'allez pas faire votre examen gynéco. Pour rappel, on peut aller faire une consultation gynéco juste pour poser des questions. Et sinon, quand vous le sentez, moi, j'avoue que j'aime bien quand on a des relations sexuelles depuis plusieurs années, faire juste un check-up avant les 25 ans, ça permet de voir à l'œil nu comment, voilà, commencer à l'intérieur, la partie qu'on ne voit jamais, pour quand même se dire, OK, on peut attendre jusqu'à 25 ans pour le frottis, mais ça, c'est pas, il n'y a pas vraiment de recours sur la date du premier examen. Donc, ça dépend un peu de votre vie sexuelle. Voilà. Et aussi de votre moyen de contraception, parce que si vous voulez un stérilet, il va falloir passer par là. C'est quand même l'inconvénient du stérilet au cuivre. Tout le monde le met sur un piédestal, mais si vous le voulez et que vous n'avez jamais eu de rapport, pas ça. Comment éviter les saignements? On passe du tout au tout. Non, mais pas que, non. Ça, c'est dynamique. Juste si jamais, Elise, tu as un impératif d'horaire, surtout, tu le dis. Hein. Non, j'ai juste squatté la chambre de mes beaux-parents, donc s'ils ont envie d'aller se coucher, ils sont coincés. Mais mis à part ça, c'est tout. Très bien. Alors, comment éviter le saignement des gencives en se brossant les dents? Et ça, c'est une question qui me touche particulièrement vu de ma spécialité et sur lequel je me bats constamment. C'est-à-dire qu'un saignement de gencive, c'est pathologique. On ne doit pas saigner des gencives quand on se brosse les dents, malgré tout ce qu'on peut voir à la pub, et c'est bien dommage. Le saignement, c'est dû à une inflammation de votre gencive. C'est-à-dire qu'il y a des bactéries, trop de bactéries à cet endroit-là, et que du coup, en réponse, votre corps entraîne une inflammation. Et si cette inflammation perdure, on peut se retrouver avec des problèmes de déchaussement, ce qu'on appelle les maladies parodontales. Donc, si ça saigne pendant 2-3 jours, surtout vous brossez bien, vous passez bien le système interdentaire, les petites brossettes, le fil dentaire. Si ça s'arrête, voilà, c'est que c'est potentiellement maîtrisé. Si ça continue à saigner, s'il y a d'autres zones, que c'est pas que localement et que ça saigne un petit peu partout, dans ce cas-là, il faut absolument consulter un dentiste ou un parodontiste parce que ça peut vouloir dire qu'il y a une maladie parodontale sous-jacente. Très bien, c'était très clair. Alors, il y a Astanella qui vient donner des précisions. Du coup, j'avais plus en tête l'indice d'efficacité du patch. Selon l'HS, en théorie, on est à 99,7% et on passe à 91% en pratique. Donc, vous voyez, c'est voilà, 91%, c'est pas cata, mais on n'est pas dans les contraceptifs les plus efficaces. Merci d'avoir fait la recherche pour nous. C'est laquelle, du coup, en termes d'efficacité sur la plus grande pratique? Laquelle est la contraception? L'implant. L'implant. Ouais, l'implant hyper efficace parce que vraiment que ce soit en pratique ou en théorie très efficace. Évidemment, les contraceptions définitives sont très efficaces, mais aucune contraception ne sera fiable à 100% dans tous les cas. Et ça, c'est hyper important de se rappeler qu'en médecine, rien, jamais, on pourra jamais vous dire 100,00. C'est impossible. Même si c'est hyper rare, et ben voilà, il faut accepter qu'on peut jamais vous garantir du 100% en médecine. C'est impossible. Ici, il y a une précision de PharmaMama, oui, pour les poussées dentaires, effectivement, tout ce qui est huile essentielle, ça peut diminuer localement la douleur, effectivement. Comment soulager une gingivite gravidique chez la femme enceinte? Existe-t-il des traitements particuliers type bain de bouche? C'est pareil, que ce soit chez la femme enceinte ou... Ah, il y a Bohème qui doit partir. Bohème, on te recontacte pour le lot. Bravo à toi. Oui, c'était bien mérité.
Du coup, oui, bah, c'est pareil chez une femme enceinte, c'est-à-dire que si vous saignez des gencives, c'est qu'il y a quand même un terrain qui est favorable, donc c'est dû à des bactéries quand même de base, même si les hormones font que vous êtes quand même un petit peu plus susceptible à faire de l'inflammation et donc à avoir des saignements. Voilà, ça veut dire qu'il faut soit redoubler de vigilance sur le brossage et le brossage interdentaire qui est souvent oublié, et si ça continue, ça persiste, il faut impérativement aller voir un dentiste. Il n'y a pas de traitement. Alors, les bains de bouche, voilà, les bains de bouche, je suis un peu mitigée sur ces bains de bouche. C'est-à-dire que théoriquement, si on se brosse correctement les dents, vous n'avez pas besoin de faire des bains de bouche. D'autant que souvent, quand vous voulez aller faire des bains de bouche, vous allez en pharmacie et vous achetez des bains de bouche à la chlorhexidine, qui sont des bains de bouche qui sont extrêmement antibactériens, que nous, on prescrit par exemple après une chirurgie ou une extraction. Et en fait, vous en faites beaucoup trop longtemps et ça vient abîmer tout le microbiote buccal. Donc, sur des très courtes périodes, si vous brossez bien, que vous faites des bains de bouche pendant 7 jours et qu'il y a toujours un saignement, il faut vraiment consulter. Très bien, c'est super intéressant. J'apprends plein de choses en même temps. Ensuite, ici, il y a Po2211 qui me demande ce que je pense du vaccin contre le cancer du col. Je pense que les Français, enfin, c'est pas je pense, c'est vrai, on est très, très mauvais élèves en termes de couverture vaccinale. Pareil, j'ai plus les chiffres en tête comme mais on est vraiment très mauvais élèves comparé à d'autres pays voisins ou même dans le monde. Par exemple, en Australie, où on vaccine les garçons également contre le papillomavirus depuis déjà des années. Pour rappel, du coup, le vaccin contre le cancer du col, donc généralement celui qu'on connaît, c'est le Gardasil, se fait assez jeune à partir. J'ai un doute, je suis désolée. Je sais plus si c'est 11 ou 12 ans. Bref, jeune quand même. Si possible, on le fait avant 14 ans, mais on peut le faire aussi un peu plus tard sans problème. Dans l'idée, c'est bien de le faire avant les premiers rapports sexuels. En fait, le vaccin, pardon, ne va pas, encore une fois, être efficace à 100%. On peut très bien avoir fait le vaccin et malgré tout développer ce virus. On est quand même en fait, le cancer du col, c'est dû à un virus qui s'appelle le papillomavirus, qu'on va quasiment tous rencontrer dans notre vie. Facilement, 80% d'entre nous vont le rencontrer. Et, euh, il est capable de disparaître, on est comme capable de le dégrader dans la majorité des cas, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et du coup, bah, pour ces quelques personnes qui ne dégradent pas ce virus, il peut se développer en cancer. Mais c'est long, en fait, c'est vraiment quelque chose de long. On va dire que le cancer du col, typiquement, c'est la femme de 30 ans, 30-35 ans. Le temps d'avoir eu ses premiers rapports, de rencontrer le virus, le temps d'avoir des rapports et que ça se développe en cellules précancéreuses. Et c'est là où le dépistage par frottis, c'est la prévention. Enfin, en fait, la prévention, c'est deux choses. La prévention primaire, ça commence par la vaccination. Ça va encore une fois, c'est pas du 100%, mais ça va sauver quelques cancers du col. Et pour les autres, et ben la suite de la prévention, c'est le dépistage avec le frottis. Du coup, à partir de 25 ans, s'il n'y a rien d'autre à signaler avant, puis 26 ans, puis 29 ans, puis ça a changé. Maintenant, c'est tous les 5 ans, quand on dépasse 30 ans. Et voilà, c'est hyper important de vous faire suivre. Donc, si jamais vous n'avez pas été vacciné contre le cancer du col, la plupart des gens qui me suivent ont dépassé l'âge limite pour le faire, eh bien, faites votre prévention. C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de cancers dans le corps humain qu'on peut dépister tôt et soigner tôt et dont on guérit. Et les cancers gynéco, que ce soit le sein ou le col de l'utérus, c'est quand même des cancers qu'on peut dépister tôt, prendre en charge rapidement, dans des conditions vachement conservatrices. Enfin, allez vous faire suivre, quoi. Voilà, c'est une grande réponse, hein, mais Et voilà. par contre, ils ne demandent pas chez les garçons actuellement en France? Pardon? Ils le font pas faire chez les garçons actuellement en France, il me semble. Oui, ouais, c'est assez récent. Ça date de 2019, d'après mes souvenirs. Mais tu vois, c'est hyper récent. Ça fait plusieurs années que c'est le cas en Australie, par exemple. Parce que c'est vrai, ok, les mecs n'ont pas de col, donc ne vont pas le développer. Mais le but, c'est de pas se refiler. Oui, ça protège 9 des papillomavirus, mais en fait, ça protège des formes les plus graves, on va dire, parce que le papillomavirus, il y a plein de souches, un peu comme quand on parle de la grippe. Et là, ça protège des formes les plus graves, les plus à risque de donner un cancer. Du coup, j'enlève ma comparaison avec la grippe, car vous n'attraperez jamais le cancer avec la grippe. C'est pour dire qu'il y a plusieurs souches. J'ai pas le temps de tout lire.
Mais oui, merci. Entre 11 et 14 ans, oui, sinon rattrapage. Ouais, c'est ça, c'est à partir de 11 ans. C'est grave d'avoir de longues aménorrhées. Alors, des aménorrhées, c'est le fait de pas... Attends, j'ai pas tout lu ta question, je pense. C'est en plusieurs parties ou pas, Jade? Cancer C'est du un choix. corps, un plan. Merci beaucoup. Je sais pas pourquoi ça... Je viens de rejoindre le live. Avez-vous déjà abordé le diaphragme? Alors, on va pas faire tout un live sur la contraception. Si vous voulez, on en fera un autre moment. Là, je me dis qu'on va peut-être répondre encore à deux, trois questions. Et puis après, je pense que ce sera tout. Sinon, on va complètement changer de sujet. Mais ça te va si on fait ça, Élise? On répond peut-être encore à deux, trois questions au total. Et après, on va s'éclipser. Et du coup, juste pour répondre à la question est-ce que c'est grave d'avoir de longues aménorrhées? Si tu n'as pas de contraception hormonale et que tu n'as pas tes règles pendant plusieurs mois, si cette année tu as eu moins de 4 fois tes règles, il faut bien en parler avec ton soignant. Voilà. C'est pas forcément grave, il faut juste vérifier. Alors, Est-il recommandé de vous brosser les gencives? c'est ça. Alors oui, en fait, il faut se brosser les dents et les gencives, surtout justement quand il y a un saignement. Alors, si on regarde les études, c'est vrai que la plaque bactérienne sur les dents, elle a tendance à stagner, alors que sur les gencives, comme en fait il y a un renouvellement cellulaire, mais elle va moins être importante. La zone qui est la plus importante, en fait, pour les maladies parodontales, c'est vraiment la jonction entre la gencive et la dent. Donc, le fait de passer sa brosse à dents de la gencive vers la dent en brossant un peu les gencives, on va pouvoir brosser bien en fait cette jonction et éviter les problèmes de déchaussement. Donc, je valide. Ok, trop bien. Bah écoute, là on a plus de questions, donc ça me paraît tout bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, Elise? Là, tout de suite, mis à part que je suis ravie vraiment d'avoir fait ce live avec toi parce que ça fait déjà un Mais petit grave, moi aussi. on se parle et je suis juste très triste qu'avec le coronavirus, j'ai pas pu monter te faire un coucou et qu'on n'aurait pas pu faire un apéro ensemble. Mais je pense que d'ici là, Oui, quand ça sera un l'occasion, peu calmé, on programmera ça toutes les deux. exactement. On fera ça en vrai pour les 20 000, carrément. Et si vous voulez, on le fera quand même en live, mais peut-être avec Élise et moi à côté. Euh, et bah, c'était trop bien. Franchement, moi, je suis trop contente. J'avais trop hâte de faire ce live. Euh, alors, tout ce qui est des conseils pour accéder aux études de sage-femme, ça, si vous voulez, on fera un autre live. En plus, j'ai pas mal de questions ces jours-ci là-dessus, donc on pensait en faire un dans les semaines qui arrivent. Là, on va clôturer le live. Donc, moi, je suis trop contente aussi de faire ce live avec toi, Elise. Comme tu dis, ça fait un moment qu'on discute et je pense qu'on a vraiment la même envie sur les réseaux sociaux, donc c'est chouette. Pareil, je pense que quand on se verra en vrai, ce sera comme si, Je pense. voilà, comme si de rien. Bah voilà, ça me paraît tout bon. Continuer de nous suivre de manière aussi gentille parce que vraiment en fait et c'est ça aussi que j'ai découvert avec les réseaux sociaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'envers du décor. Je trouvais parfois un peu les gens sur les réseaux sociaux un peu trop ah merci d'être là, sans vous je ne serais rien. Et en fait vraiment on poste pas des informations pour qu'elles atterrissent nulle part et vraiment, enfin vraiment, vos retours ne sont pas là pour flatter notre ego, ils sont vraiment là pour nous, ça nous permet de continuer aussi de nous éclairer sur ce qui est intéressant à aborder. Ça nous enrichit aussi pour notre pratique. Donc en fait, tous vos retours nous enrichissent nous aussi en tant que soignants. Et finalement, moi, j'aborde des choses d'une certaine manière aujourd'hui avec mes patientes grâce à des questions qu'on m'a posées sur Instagram. Donc voilà, vous faites de moi une sage-femme meilleure. Mais En vraiment. plus, les patients, des fois, n'osent pas nous poser en Oui, consultation. tout à fait. Alors que là, c'est beaucoup plus ouvert, les gens parlent beaucoup plus et effectivement, c'est vrai que ça permet de se dire, ah bah tiens, on me l'a demandé sur Instagram, peut-être que mon patient se le demande aussi. Et donc, du coup, on en parle Exactement. naturellement et en général, c'est le cas. C'est ça. Et c'est sympa d'avoir du suivi parce que quand on a un petit cœur ou un petit commentaire, on se dit, bah tiens, le message que j'ai voulu faire passer en termes de prévention, il a été lu et au moins cette personne-là, elle l'a vu et mon travail de santé publique a été fait, donc c'est cool. Carrément. Voilà. Donc merci.
Bon, bah, je pense que c'est le moment où on va se dire au revoir, du coup. Merci à tous de nous avoir suivis. J'essaie de poster ce live en replay. Si c'est pas le cas, et ben, en tout cas, un grand Ouais. merci. Enfin, si jamais ça pose problème. Voilà. Bah Gros écoute, bisous. Charline, bisous à tout le monde et puis Merci à toi. ciao. Bisous. Ciao.